Je suis Catherine Jandel, je suis directrice de recherche au CNRS en océanographie. Je travaille à Toulouse, au LEGOS, laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale. Et ma spécialité, c'est la géochimie marine, c'est-à-dire l'utilisation d'éléments chimiques que l'on utilise comme traceurs pour quantifier des processus dans l'océan. J'ai rejoint le groupe Anthropocène Working Group en 2014 suite à une manifestation qui a eu lieu ici à Toulouse de rencontres d'art et de sciences et avec un débat sur l'Anthropocène justement, où Yann Zalasiewicz était là, Bruno Latour était là, etc. Et en fait, Yann n'avait pas d'océanographe dans son équipe. Et comme il tient beaucoup à ce que son équipe de l'Anthropocène Working Group soit pluridisciplinaire, il m'a demandé si ça m'intéressait et ben, j'ai dit oui parce que je pense que la question est intéressante. Alors, c'est un groupe qui est constitué de personnes de diverses origines. Il y a beaucoup de géologues, surtout stratigraphes, hein, quand même, c'est la majorité. Il est animé par Jan Zalasiewicz, qui est de l'université de Leicester et qui est professeur, spécialiste de stratigraphie. On a quand même dans le groupe historien des sciences, sociologues, anthropologues, ethnologues, des gens aussi qui travaillent aussi sur la paléobiologie pour la question des extinctions. Alors ça rejoint un peu la géologie, hein, et puis les sciences de la Terre d'une manière générale, dont environnementale, quoi, dont je fais partie. On est 34 et on travaille essentiellement par lecture, par information croisée. C'est-à-dire on détecte un papier, on se l'envoie. Les écritures d'articles se font aussi de cette façon-là. Et si on a le temps d'y travailler et qu'on est d'accord, on le signe. Si on n'a pas le temps d'y travailler, on n'est pas auteur. Parce qu'on peut comprendre qu'il y a des fois, on n'est pas toujours la disponibilité pour travailler sur des publications du groupe. Et une fois par an, on essaye de se rencontrer, mais comme c'est sur nos crédits, comme en ce qui me concerne, je suis quand même moins impliquée que les stratigraphes. Assez souvent, quand même, ceux qui se rencontrent, ce sont les gens qui sont dans le cœur du métier. Mais on va venir, je pense, au cœur du métier. Ce ne sont pas les géologues qui ont lancé le mot anthropocène. C'est un chimiste de l'atmosphère qui s'appelle Paul Crutzen avec un collègue biologiste. Donc, on constate dès le début qu'il n'y en a aucun des deux qui est géologue et qui, en 2000, a constaté l'augmentation des gaz à effet de serre, le bouleversement climatique, a dit dans un article, l'homme est devenu une force géologique suffisamment puissante pour impacter son environnement. Et maintenant, je fais le lien avec comment on détermine un âge géologique. Un âge géologique correspond à une couche de dépôt qui se fait au fond des lacs, au fond des océans, etc., et qui enregistre une période environnementale de la Terre, hein, des conditions environnementales de la Terre. Donc, si on change ces conditions et que c'est l'humain qui en est à l'origine, d'après Crutzen, à partir de là, on peut dire qu'on est entré dans une nouvelle. Alors, en plus, il est allé loin, il a dit ère géologie, ce qui n'a pas manqué de stimuler les géologues. Il faut savoir comment sont déterminés ces âges géologiques et comment ça fonctionne. C'est la Société internationale de géologie qui est celle qui, in fine, conclut à ce qu'on entre dans un nouvel âge géologique ou pas. Et même dans le passé, ils rediscutent des fois des âges géologiques. Ce congrès international de géologie s'appuie sur une commission, la commission stratigraphique, qui a nommé une sous-commission, l'Anthropocène Working Group, en mandatant Jan Zalasiewicz pour déterminer si, oui ou non, on pouvait considérer qu'on avait les éléments pour dire qu'on était vraiment dans un nouvel âge géologique. Pour déterminer un âge géologique, il faut répondre à des critères. Pour savoir où en sont les travaux de l'Anthropocène Working Group, il faut d'abord connaître les critères. Alors, je vais les résumer assez rapidement, hein. Il faut que la perturbation enregistrée, déjà, elle soit dans la continuité d'autres enregistrements. Je vais juste donner un exemple. Une ville qui est construite sur un terrain de l'air primaire, du béton sur un terrain de l'air primaire, ne peut pas être un indicateur parce qu'il y a rupture d'âge géologique entre le béton, qui est très 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 récent, et puis le socle sur lequel il est construit, qui date d'il y a 600 ou 700 millions d'années. D'accord? Donc il faut que ce soit dans la continuité. Donc aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle l'Holocène. Et donc il faut que tout ce qui est enregistré s'inscrive, on dit en synchronicité, de façon synchrone. D'accord? La deuxième chose, c'est qu'il faut que ce soit vu, visible et bien visible sur la surface de la Terre, à plusieurs endroits.
Il ne faut pas que ce soit à un endroit et puis pas à un autre. Et puis voilà. La troisième chose, il faut que cet indicateur soit pérenne et que ce soit un marqueur partagé et que les couches géologiques dans lesquelles on va le trouver soient accessibles, qu'on puisse aller facilement le repérer. Et une fois que tout ça c'est déterminé, qu'on peut le comparer à celui qu'on voit en Afrique du Sud et celui qu'on voit en Australie et celui qu'on voit au Japon, par exemple. Donc là, l'enregistrement, il faut qu'on le retrouve dans les mêmes couches géologiques. Donc il y a un travail collectif mondial à faire, d'une part, pour déterminer un âge géologique. Et une fois qu'on est content, on a une série repère quelque part dans le monde et on met un clou qu'on appelle le clou d'or. Le golden spike en anglais et le clou d'or chez les géologues français. Il n'est pas en or, il est solidement scellé dans la pierre, c'est pas la peine d'aller le chercher. Et bon, c'est un alliage très solide. Donc, quand on regarde attentivement la carte géologique internationale, la charte, hein, comme on dit, eh bien on voit qu'il y a des petits clous marqués. Ça, c'est pour les âges qui ont été bien repérés et bien inscrits par la Société géologique internationale. Donc, quel est le rôle de l'Anthropocène Working Group? C'est d'aller déterminer le début. Est-ce qu'il y a un début à l'Anthropocène, donc la date de départ? La deuxième chose, c'est est-ce qu'on a un marqueur? Est-ce que ce marqueur, on le trouve au fond des océans, au fond des lacs, dans des endroits où on va avoir vraiment l'enregistrement? Là, on a fait un papier dans Science il y a à peu près 2 ans dans lequel on a fait un inventaire de tous les marqueurs et de tout ce qui avait vraiment où on pouvait considérer que le milieu était impacté par l'activité humaine. Le groupe a convergé vers une proposition, parce que ça n'est pas acté encore, hein, l'Anthropocène, que oui, ça aurait démarré à la moitié du siècle dernier, suite aux premiers essais nucléaires, lesquels ont envoyé des poussières et des retombées nucléaires partout dans le monde, qu'on trouve même dans l'Antarctique, partout. Donc on a des niveaux marqués dans les sédiments marins, dans les lacs, dans les sédiments terrestres, etc., où on a ce marqueur, ce pic d'essais nucléaires atmosphériques qui a commencé en 1945, qui a été dramatique au moment de Nagasaki et Hiroshima, mais après il y en a eu avec un fort pic en 63, 62, peu importe, on a un pic et puis ce pic on le retrouve partout. Voilà, donc on a considéré que c'était un bon marqueur, mais il y a des compétiteurs. Et donc on est en train de travailler à la fois sur les marqueurs et à la fois surtout sur où est la série repère la plus intelligente à proposer à la commission stratigraphique qui le proposera au Congrès international de géologie. Donc on en a encore plusieurs années avant que ce soit acté que officiellement on ait un âge qui s'appelle l'Anthropocène. Plus précisément et en détail, la nature de nos échanges actuels, elle porte sur un petit peu sur le marqueur. On en a plusieurs. On a un autre marqueur chimique, géochimique pour le coup, le carbone 13 qui marque les émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre, le CO2 que l'on brûle, ce sont donc des déchets au départ de forêts, d'arbres, etc. Ces émissions de gaz à effet de serre et de gaz carbonique en particulier sont marquées avec une anomalie de la masse de carbone 13 qui fait que, voilà, négative, et ce qui fait qu'on le voit aussi à peu près partout. Et personnellement, ce que je défends dans cette affaire, c'est que le carbone 13, lui, restera parce qu'il est stable, alors que les radioactifs, à un moment donné, même si c'est dans 100 000 ans, ils vont décroître. La réponse à ça, c'est que si l'indicateur radioactif ne marche pas, on en aura trouvé d'autres, certainement, d'ici là. Donc, déjà, il y a un débat, non pas sur l'âge de départ. Il y a eu débat très fort sur le début de l'Anthropocène. Moi, quand je suis rentrée dans le groupe, par exemple, j'étais convaincue que c'était 1850, le début de l'ère industrielle à peu près. En fait, j'ai convergé avec les autres sur le fait que c'était le milieu du siècle dernier parce que c'est aussi, au-delà des essais nucléaires, la période dite de la grande accélération, c'est-à-dire on a commencé à émettre beaucoup plus de gaz parce que beaucoup plus d'énergie a été consommée, mais aussi beaucoup plus de papier, beaucoup plus de tout. On s'est mis les 30 glorieuses et puis même encore aujourd'hui, ce sont des sociétés de consommation effrénées et toutes les courbes de consommation deviennent exponentielles à partir de cette date-là. Donc, des marqueurs, on n'en manquera pas en fait. Maintenant, le plus probant pour déterminer la date de départ, c'est vraiment la radioactivité, clairement. Sur ça, je suis d'accord. Après, ça, c'est pour la date de départ, mais pour l'instant, on n'a pas la série idéale. On n'a pas le lieu. Le groupe s'est recentré beaucoup plus sur la partie géologique de la question, d'une part, mais il y a aussi une discussion sur
le nom. Parce que Anthropocène, c'est critiqué par les historiens des sciences, comme Fressoz. Aussi, c'est critiqué par les ethnologues qui disent mais il y a des populations qui sont pour rien à cette affaire. Donc, il y en a qui disent c'est Capitalocène. Il y a encore un débat. On a voté, parce que le groupe travaille au consensus. Donc, on a voté pour déterminer que c'était un âge géologique, pas une ère. Hein, une ère, c'est un grand, grand, grand bouleversement. Mais au fond, voilà, est-ce qu'on n'est pas... On va voir ce qui se passe dans les années qui viennent. Voilà, il y a encore des débats qui peuvent partir d'épinaillage, mais par rapport au côté médiatique du terme anthropocène, suite au lancement de la balle dans le milieu par Crutzen, c'est pas établi géologiquement, on n'est pas encore scientifiquement, c'est pas scientifiquement vu par les géologues, c'est pas encore accepté. Voilà. Il y a débat autour du rôle qui a été donné au groupe et de la fonction du groupe et de la mission du groupe. Et la société des géologues, d'une manière générale, les géologues sont divisés sur le fait de décider ou pas aujourd'hui si on baptise un nouvel âge géologique. Alors, la raison majeure, enfin, il y en a plusieurs, mais une des raisons majeures, c'est que les enregistrements géologiques, c'est très, 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 très lent. Pour donner une idée, au fond des océans, ça se compte en quelques millimètres par 1000 ans. Donc, dire aujourd'hui qu'en juillet 45 a démarré l'Anthropocène, c'est provocateur, quelque part. En même temps, le forçage environnemental, il est là, il est vraiment là. Et donc le débat, il se fait vraiment entre les gens qui travaillent sur le forçage environnemental de la planète, le réchauffement, les extinctions biologiques, donc qui eux disent oui, il y a un bouleversement tel que même si le premier marqueur qu'on trouve n'est pas forcément le meilleur, il y en aura d'autres. Il y a des gens pour dire mais vous n'avez pas le droit de faire ça, il faut attendre pour déterminer l'âge géologique. Et je reconnais quand je lis des fois de mes collègues stratigraphes qui disent oui, alors, dans l'océan, ça met des fois 15 ans ou 20 ans à arriver au fond. Il y a un décalage. Je me dis quand même, ils sont gonflés parce que quand on sait que ça fait 5 millimètres par 1000 ans, que ça mette 15 ans à arriver au fond, c'est pas si grave que ça. On est vraiment dans une phase. Moi, je suis convaincue qu'on est entré dans une. Je le pense vraiment, comme d'autres. Il y a tellement d'éléments scientifiques et de faits qui montrent on est en train de bouleverser considérablement l'environnement planétaire, qu'on doit pouvoir accepter ça. Mais je comprends les réticences. Si cet âge géologique est reconnu officiellement, c'est-à-dire si on considère qu'on est sorti de l'Holocène et qu'on est rentré dans l'Anthropocène, en termes géologiques, il peut y avoir deux types de réactions. Celle qui est quand même en train de se passer d'une prise de conscience encore accrue. Ça, c'est le côté optimiste, hein, le côté positif du bouleversement qu'on est en train de faire et donc qu'il faut réduire très très vite les émissions de gaz à effet de serre. Soit l'humanité est devenue vraiment délirante et on entend des trucs comme ah oui, enfin la surpuissance, ça ne fait qu'exciter la surpuissance humaine, parce que ça, on sait qu'elle existe hein, quand même, c'est-à-dire que l'homme se considère tellement puissant que, par exemple, on voit fleurir les propositions de géo-ingénierie. On peut continuer, mais on saura réparer. On va mettre des filets spéciaux dans l'océan pour aller chercher les plastiques. On va envoyer des poussières dans la stratosphère pour diminuer la température, le temps qu'on trouve d'autres solutions, etc. Donc, on peut avoir la crainte que si on baptise terme d'anthropocène, ça ne fasse qu'exacerber ça. Moi, je ne le pense pas parce que je pense qu'on se prend tellement de coups sur la figure en ce moment un peu partout à cause des premiers effets tangibles du réchauffement climatique, hein, parce qu'à chaque fois qu'on a un effet, c'est de la météo. Mais nous qui travaillons, alors dans mon métier premier, qui est l'océanographie et le climat, qui travaillons quand même sur tout ce qui peut être les conséquences du réchauffement climatique, montée du niveau de la mer, etc., fonte des glaciers, tout le monde observe ça maintenant. Et les gens, ils sont victimes. Donc à partir du moment où l'être humain, il prend des coups sur la tête, je pense qu'il va réagir plus dans le premier sens, c'est-à-dire le sens d'essayer de réguler les choses. Le rapport du GIEC sur les océans est un document essentiel. Il est sorti il y a peu de temps et les gens me posent énormément de questions depuis parce que ça met en exergue des choses qu'on ne voit pas. On voit pas l'acidification de l'océan. On commence à percevoir la montée du niveau de la mer. On voit pas les plastiques parce que les plastiques, ils sont soit tout petits, petits, petits fragmentés,
soit 99%, on les trouve pas, hein. Les plastiques rejetés, on les trouve pas tous. Donc, on est à la recherche des plastiques disparus. Et ceux que l'on voit, ils sont concentrés, mais ils sont concentrés au milieu des bassins. Donc, il faut aller les chercher, il faut aller explorer la mer pour les voir. On voit pas le réchauffement de la mer. On voit pas que depuis le début des rejets humains d'énergie en excès, puisqu'on réchauffe avec le CO2 et le méthane et les gaz à effet de serre. On a tourné le bouton du thermostat de l'atmosphère et c'est l'océan qui encaisse 90% de cette énergie en excès. Elle est encaissée par l'océan. On ne le voit pas. Donc ce rapport, il rend visible des choses qui sont invisibles aujourd'hui. Et c'est important que les gens voient ça parce que c'est un milieu qui reste pour 95-18% des humains un lieu de loisir. Ça va pas plus loin. Voilà. Donc c'est important aussi de dire que les trois quarts de la surface de la planète sont aussi impactés partout et qu'on trouve des microplastiques au fond de la fosse des Mariannes. Les premiers signaux d'alerte, c'est 79, 1979, qui n'ont pas été entendus. En fait, les chercheurs, pour la première fois, étaient capables de détecter le signal dû à l'humanité par rapport au signal naturel, les volcans, le soleil, tout ce que les climato-sceptiques nous envoient dans la figure. Par rapport à ce signal naturel, on le détecte depuis 79, le signal du réchauffement dû à l'humain. Donc, on est entendu maintenant, et c'est tant mieux. On nous fait beaucoup parler, beaucoup intervenir, la preuve. Je reste optimiste parce que je pense que j'entends souvent maintenant, de plus en plus, on parle à la radio de ces fameuses solutions. Ça n'avance pas assez vite. Je suis parfois catastrophée par des décisions qui sont prises, d'un nouveau centre commercial à installer quelque part qui sert à rien. Les élus locaux ont besoin qu'on aille les voir et qu'on leur parle. Mais d'une part, on nous sollicite de plus en plus. On nous écoute beaucoup plus qu'avant. Le discours sur la sobriété commence à prendre un petit peu partout. Avec toutes ces mesures et tout ce qui est prévu dans les modèles, avec les incertitudes qui restent quand même, heureusement. Mais malgré tout, on voit bien aujourd'hui que les choses qui étaient prévues il y a encore quelques années, elles s'observent. Les cyclones plus violents, les événements extrêmes catastrophiques sur le bord méditerranéen, etc. Les villes qui deviennent bouillantes l'été témoignent de choses qui ont été écrites il y a quelques années. Et puis maintenant, on dit, bah voilà, ça se passe. Donc quand on dit, dans quelques années, il se passera peut-être ça, faut qu'on nous écoute encore plus, quoi. Dans la manière de discuter avec le public et d'interagir avec le public et de faire en sorte que le public nous voit et nous entende, il y a deux pistes majeures à mes yeux. D'une part, prendre le temps de parler des solutions, ça c'est important. Et d'autre part, faire intervenir tout ce qui est médiation scientifique et l'art, voilà. Alors je reviens sur mes dadas, vraiment. Enfin, moi, je suis complètement convaincue qu'il faut à la fois travailler sur l'intellectuel raisonnement et sur le ressenti. Et le ressenti, c'est les artistes qui vont nous l'apporter, que ce soit les personnes qui font du théâtre, de la peinture, de la musique, des montages vidéo, de l'art moderne, voilà, l'art. Donc l'art contemporain, bien sûr, qui interpelle et de mettre ensemble des artistes et des chercheurs pour produire des choses. Je trouve que c'est assez fort parce qu'on touche à plusieurs facettes de la perception de l'humain. Ensuite, je reviens à l'histoire des solutions, il faut absolument pas le laisser dans le désespoir parce que sinon, c'est le lapin dans les phares de la voiture, quoi. On est tétanisé, on fait plus rien et puis après tout, autant en profiter parce que c'est vachement confortable l'Anthropocène, c'est joyeux comme tout, on a la bagnole, on a le chauffage, on a la climatisation, on peut tout faire. Et les générations qui suivent, on s'en fout. Et donc il y a tout le travail sur que les solutions, c'est pas difficile. Et c'est franchement pas difficile. C'est même dans les rencontres que je fais quand j'entends ah oui, mais moi je fais des sacrifices, c'est pas mon voisin. Je dis mais attends, tu fais des sacrifices, mais à la fin du mois, tu as plus d'argent que ton voisin avec les sacrifices, les fameux. Ah ouais, bah, je dis partager la voiture, prendre un vélo, moins chauffer. Investir pour isoler, c'est un point important parce que tout le monde ne peut pas. Donc j'essaye de pas manger moins de viande. Tout ça, c'est moins d'argent. Bon, c'est moins d'argent dépensé, tout simplement. Et donc du coup, tu as un meilleur pouvoir d'achat à la fin du mois. Donc c'est pas des sacrifices, ça. Alors ça, ce sont des choses plus faciles en milieu urbain qu'en milieu rural, mais ça marche quand même aussi en milieu rural. J'ai été sur le cause du Quercy, où on m'explique qu'il y a suffisamment d'aide pour
isoler. Les entrepreneurs disent qu'ils peuvent faire des isolations de maisons très 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 peu chères pour des gens qui ont très peu de revenus et que après il y a de l'entraide, etc. Où les gens s'approprient des solutions et qui ne sont pas forcément coûteuses à mettre en œuvre et surtout ils rentrent dans une boucle positive puisque le peu qu'ils ont économisé le premier mois, c'est mieux le deuxième, le troisième, à la fin de l'année, il y a un petit peu plus, etc. Et ils peuvent changer de chauffage, tout ne peut pas se faire d'un coup, mais à l'échelle humaine, en quelques années, on peut avoir une maison isolée, le chauffage solaire, et pas consommer de plastique et très peu de viande. Et finalement, on a plus d'argent, covoiturer et se déplacer en vélo. Rien que ça, c'est déjà énorme. L'individu, il fait ça. Tous les individus font ça, c'est déjà énorme. Ils rentrent dans la sobriété, en fait.